à ce jour et depuis le début de l'invasion. Donc là, la guerre sur le sol russe prend encore un peu plus de corps. On va voir ça dans un instant. Mais juste avant, Pierre, je voulais vous faire réagir à cette petite musique qui monte sur la contre-offensive. La contre-offensive ne serait pas organisée comme on l'imagine habituellement. C'est-à-dire soldat contre soldat, char contre char. On récupère petit à petit le territoire et on récupère finalement tout ce qui a été conquis et occupé par les Russes. Non, ce ne serait pas ça. De plus en plus, c'est une autre musique qui monte. Cette contre-offensive, ce serait un autre scénario. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc cette contre-offensive n'aurait pas le visage qu'on imagine aujourd'hui? Non, et l'homme qui le dit aujourd'hui, c'est le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Pour lui, c'est presque une question mathématique. L'Ukraine n'a pas assez d'hommes pour mener une grande contre-offensive globale. Écoutez. Chacun rêve de cette contre-offensive qui va bousculer les défenses russes. Chacun rêve d'un débarquement façon 1944. Mais oui, on rêve de ça. Et on a raison d'en rêver. Mais ça n'est pas possible. Il faut aider l'armée ukrainienne à gagner. Mais même si on la renforce avec la moitié de l'armée française et la moitié de l'armée britannique, ils n'y arriveront pas. Parce que le volume de force qui serait nécessaire dépasse par 10 fois ou 20 fois ou 30 fois ce dont l'armée ukrainienne dispose. Alors rappelons que le général Vincent Desportes était l'invité d'Adrien Gindre ce matin sur LCI. Rappelons également que selon les renseignements occidentaux, l'Ukraine dispose aujourd'hui de 60 000 hommes pour mener sa contre-offensive. Selon le général Desportes, il en faudrait donc 20 fois plus, soit plus d'1 million sur plus de 80 km de front. Des chiffres qui paraissent insensés, mais qui sont pourtant logiques, car dans la stratégie militaire, on explique souvent que pour lancer une attaque, il faut 3 soldats assaillants contre un soldat qui défend. Or, aujourd'hui, 300 000 soldats russes combattent aujourd'hui en Ukraine. Si on suit cette logique, il faudrait donc plus de 900 soldats ukrainiens, proches du million, expliqué par le général Vincent Desportes. Mais le général Desportes n'est pas le seul à pointer ce fait-là. Est-ce que ça signifie que lui, comme les autres, Quentin, pense que cette contre-offensive est vouée à l'échec? Non, ce n'est pas le propos du général Vincent Desportes. Pour lui, si victoire il y a, elle passera par un autre chemin. Écoutez. Cette contre-attaque n'obtiendra pas ce résultat par une victoire militaire, mais je dirais par un effondrement psychologique de l'adversaire. 3 choses. 1. L'armée russe. 2. La population russe qui cesse de soutenir cette guerre. Et 3. Du pouvoir autour de M. Poutine qui disent on arrête. C'est ce qui s'est passé le 10 mai 1940 en France. L'armée allemande, elle n'a pas conquis la France par les armes. Elle a fait s'effondrer le moral français, s'effondrer l'armée française, et après elle est allée tranquillement jusqu'à Marseille en 1942. Alors la question, qu'est-ce qui pourrait provoquer cet effondrement de l'armée russe? Eh bien pour le général Desportes, les Ukrainiens n'ont qu'un seul choix, attaquer très fort à un endroit pour faire subir une défaite cuisante à l'armée russe. Selon lui, un endroit est propice, Zaporijjia. Si les Ukrainiens parvenaient à percer jusqu'à la mer d'Azov, regardez, eh bien l'armée russe de Vladimir Poutine serait scindée en deux, eh bien avec une partie ici à l'ouest qui serait complètement encerclée. Et donc, c'est ce qui pourrait donc provoquer eh bien, tout simplement l'effondrement de l'armée russe. Est-ce que c'est la pensée d'un seul homme ou est-ce que le général Vincent Desportes, il dit ce que d'autres disent? Non. À Londres également, on ne croit pas à l'idée d'une grande offensive de grande envergure. James Cleverly, le ministre de la Défense britannique, l'a avoué hier. Les Ukrainiens se sont montrés très efficaces pour défendre leur pays, mais force est de reconnaître qu'il n'y aura peut-être pas de percée simple, rapide, décisive. Nous devons être réalistes, ce n'est pas un film d'Hollywood. Il faut noter que James Cleverly a déclaré ses propos à côté d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et visiblement, Anthony Blinken ne partage pas l'avis du Britannique. Pour les Américains, les Occidentaux ont livré suffisamment d'armes à l'Ukraine pour qu'elle mène à bien cette grande contre-offensive. Il l'a réexpliqué hier. Merci Quentin, vous restez avec nous parce que c'est vous qui avez recensé les toutes dernières informations sur cette frappe de drone à l'intérieur du sol russe et on va en parler donc dans un instant. Pierre, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez cette idée que ce ne sera pas une avancée front contre front, mais qu'il faudrait que cette contre-offensive ukrainienne porte un coup tel psychologique, physique, militaire à l'armée russe que tout s'effondre?
Alors, déjà très clairement, depuis des semaines, voire des mois, où on essaye d'imaginer ce qui pourrait se passer, l'hypothèse d'une offensive généralisée sur 850-900 km de front, ça n'a été évoqué par personne. Parce que c'est tout à fait impossible, d'autant plus que sur ces 850-900 km de front, les Russes s'étant assez profondément enterrés, encerclés, protégés, c'est pas jouable. C'est une hypothèse, encore une fois, que personne n'a évoquée, parce qu'il n'y a ni les moyens militaires, ça serait une folie. Donc, ce qui est évoqué de façon plus raisonnable, ce que j'ai pu évoquer, ce que le général Trinquant, d'autres ont pu évoquer, c'est effectivement le fait, à partir du renseignement, d'essayer de comprendre où se trouvent sur les coutures des charnières. On revient aux coutures. Voilà, les points les plus faibles, les plus fragiles. Donc, tout ça est analysé de façon serrée. Après, il faut regarder sur les arrières de ces coutures de quoi les Ukrainiens disposent, en termes de partisans, en termes de capacité d'infiltration de forces spéciales, de commandos de nuit, qui vont aller sur les coutures, déjà tirer dessus et les fragiliser. De quelle façon, sur ces coutures, on peut concentrer les 60, 70 000, 80 000 hommes qui participeraient à cette contre-offensive? Est-ce que les Ukrainiens tapent à un seul endroit? Est-ce qu'ils font une offensive à tel endroit pour détourner ce qu'on appelle les opérations de déception, pour que les Russes, qui sont plutôt dans le brouillard, il y a un très bon article du Monde qui montre que les satellites russes n'ont pas la capacité géostationnaire pour en permanence être sur toutes les lignes de front, ils sont circulants, déroulants, et donc ils ont un certain aveuglement qui a permis aux Ukrainiens l'année dernière de monter l'offensive devant Kharkiv. Kharkiv, il y avait 20 000, 25 000 hommes qui avaient été rassemblés avec tout le matériel. Les Russes ne l'ont pas vu venir. Donc, si vous voulez, c'est le renseignement, la météo, l'analyse des points de fragilité, et ce qui est recherché théoriquement par les états-majors, c'est le point maximal de dislocation. C'est-à-dire, effectivement, frappant à un endroit. Évidemment, quand on voit les images, mais encore une fois, ce sont des images limitées, mais de fuite, ce qui s'est passé sur Izium, etc., où les Russes ont foutu le camp. Donc c'est ça qui va être recherché. Et qui provoquerait un choc énorme. De façon à donner un coup de boutoir et avoir un effet cumulatif, etc. Mais pour terminer, cette offensive-là, il y aura, je l'ai dit et redit, il y aura énormément de morts ukrainiens, énormément de soldats tués et blessés, parce qu'ils passent à l'offensive, ils sortent la tête du bois, ils vont taper les défenses russes, donc mécaniquement, il y aura des pertes. Et puis, il faut que sur les brèches qui pourraient être ouvertes, il y ait un flux logistique, un apport de munitions en quantité et en ressources humaines fraîches pour exploiter, si effectivement il y a un début de dislocation du dispositif russe, là où l'attaque sera décidée, il faut pouvoir exploiter ça, effectivement. Voilà. Mais après, derrière, où ça va se passer? Comment ça va se passer? Quelle concentration de feu? Quelle opération de déception? Est-ce que tout ce qu'on voit depuis des semaines, toutes ces frappes, un coup sur Sébastopol, un coup celle dont on va parler, des trains de marchandises qui déraillent, des centrales électriques, des mini-centrales électriques qui sont frappées, des entrepôts est-ce qu'on est dans cette espèce d'affolement de la psychologie, de la pression sur ces troupes qui sont mal commandées, hétérogènes, qui en sont au 4e commandant de théâtre? Oui, c'est tout ça. Voilà. Et pour terminer, les Ukrainiens vont travailler en collaboratif, de façon à ce que tous les instruments dont ils disposent, direct, indirect, cyber, que tout ça soit concentré pour avoir l'effet maximal. Donc c'est ce qu'on peut supposer. Mais partir comme en 14-18 sur des fronts énormes, sortir baïonnette au canon, ça, c'est exclu. Ça, c'est exclu. On va avancer vers cette attaque à l'intérieur du sol russe. Mais simplement d'un mot, est-ce que de même qu'on avait surestimé la force de cette armée russe, on surestime peut-être la force de ce régime, sa capacité à endurer les chocs? Et est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'une action d'éclat ukrainienne ferait d'une certaine manière s'écrouler, qu'il y aurait un effet de sidération qui ferait s'écrouler, s'effondrer l'armée russe et peut-être avec elle le régime russe? Est-ce que ça vous semble plausible? J'ai cassé ma boule de cristal depuis un moment. Je pense qu'on peut aussi se mettre dans une position un peu modeste. C'est une question de jours et de semaines avant que l'on ne voit les résultats. Après,
on en parlait à l'instant, les dissensions qui sont en train de naître au sein des structures paramilitaires à qui on a énormément, vous le disiez, délégué les opérations depuis des années et depuis encore plus le 24 février 2022. Avec ces dissensions-là et avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur, peut-être que les Ukrainiens n'auront, j'exagère, mais n'auront peut-être pas besoin de s'attaquer, pourront s'asseoir et les regarder tranquillement en train de se déchirer entre eux. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air en l'état complètement... prêts à tenir une telle attaque, surtout qu'ils sont, vous le disiez aussi, en train de se retirer de Bakhmout, qu'ils n'ont même pas réussi à prendre Bakhmout. Donc ils ne sont pas en position de force, je pense, sauf à ce qu'il y ait eu des énormes préparatifs, ce qui n'est pas du tout exclu non plus en coulisses, y compris au sein de l'industrie de l'armement russe qui fabrique des missiles et des canons depuis des mois. Enfin, toute la Russie est passée sans le dire en économie de guerre. Et il y a plusieurs procès en trahison et en espionnage en ce moment pour avoir tenté de savoir ce qui s'y passait. Donc, à voir. Bon, vous direz un mot là-dessus, peut-être Vincent et Joséphine, si vous le souhaitez. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Donc, cette toute dernière attaque au drone. On nous dit que ce serait la plus lourde depuis le début de l'invasion. En ce qui concerne le bilan, on vous retrouve Quentin Bérichel, les indispensables. Alors, que sait-on de ces attaques, de cette attaque ? Eh bien, ces attaques ont eu lieu à Voronej, à 200 km de la frontière ukrainienne. Regardez, en profondeur, donc, dans le territoire russe. 3 attaques de drones. L'une, hier soir, sur la base militaire de Baltimore. Regardez, près de la ville de Voronej. C'est un aérodrome militaire, vous le voyez en image. Selon les autorités russes, elle n'aurait pas fait de victimes. Quelques heures plus tard, cette nuit, 2 autres attaques de drones ont eu lieu, cette fois-ci plus au sud de la ville, dans le camp d'entraînement de Pogonovo. C'est l'un des plus grands camps d'entraînement russes de la frontière ukrainienne. Et selon le gouverneur de la région, Alexander Gouzev, un drone aurait été abattu, un autre aurait été dévié de sa trajectoire. En retombant, il aurait fait 14 victimes. On ne sait pas si ce sont des blessés ou des morts. Si ce sont des morts, ce serait la plus grosse attaque, la plus lourde en territoire russe, attaque de drone. On ne connaît pas le modèle de drone utilisé, mais on sait que les Ukrainiens ont déjà utilisé, par exemple, des Tupolev 141 pour déjà attaquer des bases militaires en territoire russe, notamment près de Moscou. Cette fois-ci, ont-ils utilisé un autre modèle de drone kamikaze ? L'enquête devra le déterminer dans les jours qui suivent. Voilà, pour l'instant, à ce qu'on en sait, pas de commentaires, pas de réaction officielle. Qui veut commenter, Vincent ? Très rapidement, voilà qui étaye la démonstration de Pierre à l'instant. On est vraiment dans une tactique de saturation des écrans radars. Des piqûres de moustiques partout pour affoler l'ours. Bon. Et c'est la raison pour laquelle personne, en tout cas dans ce studio, n'a jamais imaginé qu'on allait rejouer la bataille de Koursk qui était 1943, où vous avez d'un côté plus de 3000 chars soviétiques contre 2300 chars allemands. Il n'y a jamais été question de ça. Quand on regarde la carte et le front, entre Kharkiv et la Crimée, il y a une bonne douzaine de points de vulnérabilité possibles. Je reviens aux coutures éprouvées dont on parlait tout à l'heure. Donc, toute l'idée est de laisser planer le doute chez les stratèges russes, où, quand, comment. Donc, à mon sens, ça sera étalé dans le temps et dans l'espace. Vincent, sur cette multiplication d'attaques sur le sol russe. Alors, certaines où l'on s'interroge, mais certaines qui sont avérées. Il y a des trains qui déraillent, Pierre l'a rappelé, il y a des entrepôts en feu, il y a des drones au-dessus du Kremlin. Voilà maintenant que ce sont des bases militaires russes qui sont attaquées. Qu'est-ce qui se passe ? Mettre en évidence les vulnérabilités du Kremlin aux zones frontalières jusqu'à des terrains d'aviation en profondeur sur les territoires russes, c'est accroître la possibilité de discorde, de tensions, de règlements de comptes internes, de querelles, etc. C'est donc compliqué la mise en place d'un dispositif positif, d'un dispositif défensif cohérent. On parlait des dissensions tout à l'heure. Dans son réquisitoire d'hier, dans ses vociférations, Prigojine s'en prend avec une égale ardeur à une société militaire privée qui a été mise en place par Gazprom, le géant du gaz russe. Bon, parce qu'il veut le monopole de la sous-traitance de la guerre. Donc, tout ça, ça contribue encore une fois à épaissir le brouillard de la guerre et à créer tension, incertitude et doute chez l'adversaire. C'est donc l'armée ukrainienne qui tire les ficelles, qui est maître du jeu en ce moment, Joséphine.
En tout cas, ça montre bien que cette contre-offensive, elle va se jouer sur plusieurs fronts. Et le front de la guerre psychologique, c'est un des fronts essentiels. Parce que, et là, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe, bien évidemment. L'idée, c'est de déstabiliser l'armée russe, la population russe, le Kremlin lui-même. Et au moment où des attaques sur le front ukrainien seront menées, quelle que soit l'ampleur ou le lieu, eh bien, on aura déjà une population russe ou une armée russe un peu déstabilisée. Alors, tout est une question de degré. Jusqu'à quel point est-ce que ça va avoir un impact véritablement sur les forces morales russes? Ça, on n'en sait rien, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais j'aimerais juste revenir sur le reportage d'avant et croiser les déclarations du Britannique et de l'Américain. Ce qui se joue aussi avec cette contre-offensive, c'est les pressions que mettent les Alliés sur l'Ukraine. On voit bien les États-Unis qui sont finalement dans une démarche assez pressée en disant on a donné suffisamment, on a des élections qui arrivent, une campagne électorale qui vient d'être lancée, on ne pourra pas faire beaucoup plus, donc finalement c'est maintenant ou jamais votre contre-offensive. Et de l'autre côté, des Britanniques qui représentent, on va dire plutôt le camp européen et qui essayent de tempérer un peu ces propos-là en disant il ne faut pas s'attendre à un scénario style guerre de 39-40 ou un scénario hollywoodien. Non, vous n'aurez pas cette contre-offensive majeure et donc une potentielle victoire écrasante de l'Ukraine dans les prochaines semaines. Préparons-nous à continuer le soutien et à continuer la guerre. Bon, Voronezh, on est à 300 à 400 km à l'intérieur de la frontière russe. Attaque de drones. Alors, les Ukrainiens l'ont déjà frappé, hein, rappelez-vous, les aérodromes militaires qui avaient été frappés à 400-500 km. Juste un mot, les Ukrainiens, notamment dans la région de Dniepro, ont une tradition très ancienne de savoir-faire en matière aéronautique, à tel point d'ailleurs que la Turquie et l'Ukraine s'étaient rapprochées avant l'invasion, sachant que la Turquie avait déjà vendu des drones armés très efficaces qui ont détruit énormément de matériel et d'hommes russes. Entre parenthèses, je n'ai pas noté que Moscou ait accusé Ankara d'être co-belligérant. Je ferme la parenthèse. Mais donc les deux pays s'étaient rapprochés pour que les Ukrainiens fournissent un savoir-faire d'excellence en matière aéronautique. C'est toute la propulsion et la capacité à porter votre drone très loin. Et les Turcs apportaient un savoir-faire réel dans la conception, la construction et l'armement de ces drones. Là, ce sont des vieux drones, à ma connaissance, de fabrication soviétique, qui ont été boostés. Et donc, ce qui permet aussi aux Américains, enfin aux Ukrainiens, de dire aux Américains, on respecte vos consignes, on ne frappe pas le territoire avec du matériel occidental. C'est important. Vous savez que les Britanniques viennent d'annoncer qu'ils pourraient donner des Storm Shadow, donc l'équivalent du missile de croisière Scalp, qui a une portée de 1000 km, alors qu'il peut être bridé. À 300. 300. À mon avis, ça n'arrivera pas avant un an. Mais avec la garantie que les Ukrainiens ne l'utiliseraient pas en territoire russe. Mais les Ukrainiens, eux, ils font tourner leurs usines, ils ont des ingénieurs, ils ont des techniciens, ils ont des capacités, et donc on peut avoir d'autres opérations comme ça. Juste au début de la guerre, les Ukrainiens ont aussi utilisé des vieux missiles Toshka, sol, avec lesquels ils ont frappé Rostov-sur-le-Don. Dès le début de la guerre, Rostov-sur-le-Don, il y avait un aérodrome militaire qui a été également frappé à plus courte distance par des missiles comme ça. Et le Toshka, c'est un vieux truc soviétique. Si quelqu'un d'extérieur résumait le bilan de la journée, il dirait à Bakhmout, contre-attaque ukrainienne qui gagne plusieurs kilomètres. Sur le sol russe, une nouvelle attaque de drones ukrainiens. On continue à s'interroger sur ces drones au-dessus du Kremlin. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce que ce sont les préparatifs de cette contre-offensive? Est-ce que c'est la guerre des nerfs qui est lancée par l'Ukraine? Elena? En tout cas, les militaires sont mieux placés pour le savoir, mais c'est ce qui est prédit. Ce qu'on peut dire d'un point de vue de la propagande russe qui réagit à ces événements, c'est qu'elle prédit des situations qu'elle provoquera et qu'elle prétendra ensuite combattre. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec ces attaques sur le sol russe, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure avec l'attaque de drones sur le Kremlin, loin s'en faut de dire que parce que tout d'un coup il y aurait des frappes sur le sol russe, les Russes ne voulant pas de la guerre, cesserait de la soutenir. Bien au contraire, ils sont simplement, j'anticipe peut-être sur votre question du soutien ou de son potentiel effritement des Russes à l'opération spéciale de Vladimir Poutine, mais je dirais que ce genre de choses, malheureusement, à contrario de notre rationalité, participe
plutôt davantage à ce que les Russes soient davantage soudés derrière Vladimir Poutine dans cette prétendue nécessité de défense existentielle de la patrie, puisque finalement, comme je le disais, la Russie, prédisant cette situation où elle était attaquée avec l'agression préventive, aujourd'hui a réellement des frappes sur son sol et du coup maintenant elle prétend combattre ces situations qu'elle a provoquées. Illustration peut-être, et ce sera peut-être le point final de notre discussion. Soloviev, eh oui Soloviev, toute discussion ne saurait s'achever sans lui. Le propagandiste en chef de la télévision publique prévoit du coup, face à cette multitude d'événements sur le sol russe notamment, à tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il prévoit? Évidemment, l'arme suprême. Écoutons-le. Глубоко убежден, что ядерная война неизбежна. Глубоко в этом убежден. Считаю, что нам надо выйти из договора о моратории на испытание ядерного оружия во всех средах, провести испытание ядерного оружия, чтобы Запад увидел, что оно есть и какой мощи. И поставить ультиматум перед странами НАТО, наведя наши ядерные стратегические силы на правительственные кварталы и места пуска тех стран, у которых есть ядерные возможности, а кварталы тех стран, которые оказывают поддержку нацистскому режиму. И поставить ультиматум. И если они не хотят услышать, значит, не будет больше ни Лондона, ни Берлина, ни Парижа, ни Вашингтона. Дистрикт Колумбия. Это мое личное мнение. Ce que j'aime, ce sont les silences, Oui. la mise en scène du propos, Expédié. le regard sur la ligne bleue des Vosges. On parlait de guerre des nerfs, on est dans un grand classique. On est dans un grand classique. Le fantasme de l'anéantissement nucléaire est un classique récurrent de Soloviev. Mais là, on sent qu'il reprend encore de la vigueur. En contrepoint, il y a un élément lexical que je ne veux pas surinterpréter, mais qui est très intéressant, c'est que le mot même de défaite, qui était absolument tabou, maintenant apparaît dans le discours d'un Kadyrov, d'un Prigojine pour les raisons qu'on a explorées ensemble tout à l'heure. Et vous avez, on en a parlé récemment, cet média indépendant Medusa qui a révélé les instructions qui avaient été données aux propagandistes pro-Kremlin. Et dans ces éléments de langage, il y a, dans l'hypothèse où la contre-offensive ukrainienne réussirait, il faudrait insister sur tel et tel point. Ça veut dire que l'idée même de défaite n'est plus du tout anathémique, y compris chez les propagandistes russes. Montage, Élodie Salé. Merci Vincent, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à vous Joséphine et à vous Elena d'avoir animé 24